Bonsoir, merci pour être aussi précis dans vos arrivées et aussi, surtout, très attentif. Je vais essayer de parler au micro, mais pas trop parce que ça résonne beaucoup. Simplement, c'est le cours 17, l'étoile, et on va prendre prétexte de cette étoile pour parler de ce qui se passe, qui permet de passer de la métallurgie ordinaire à l'alchimie. Qu'est-ce qui veut commencer sur ce thème? Au besoin, j'ajoute, je rectifie ou je retire. Qui se sent d'aplomb? Tony, tu voudrais faire un petit tour de la question, s'il te plaît? L'apparition de l'étoile. Oui, c'est ce qui est recherché parce que c'est la marque même de l'arrivée de l'esprit dans la matière. Il y en a déjà, mais il a demeure et il est le même partout. Là, il y a un supplément qui vient du ciel et c'est là la différence qui fait le philosophe s'il comprend ce qui se passe. Alors, si tu te sens d'aplomb, tu fais le parallèle avec la religion chrétienne. Ce que j'en dirais, c'est que l'apparition de l'étoile manifeste l'apparition du soufre. Oui, en langage clair, c'est cela. Et auquel cas, tu peux faire le parallèle avec l'épopée chrétienne. C'est Jésus qui apparaît dans la crèche. Voilà, il est dans la crèche, c'est-à-dire dans la profondeur de la matière, et il rayonne, et tout autour de lui, il y a des gens qui sont venus l'admirer, parce que la chose est rare. C'est le retour, en quelque sorte, de la philosophie hermétique dans la clique qui est partie et restée. Vous verrez dans ma prochaine conférence, il y a une image assez singulière, on voit les pérégrinations de l'armée d'Hannibal. En 11 ans, ils ont fait presque 2000 km. Il y en a d'autres en 40 ans qui ont fait 1400 km. Et donc c'est bien, le moment où l'étoile se présente, elle vient de quel côté? Quel côté? Du point de vue de l'orientation. Ah, tu parles du nord. Non, elle ne vient pas du nord, elle vient de l'est. Ça sous-entend quoi? Qu'elle est de la même nature que le soleil lui-même. C'est une étoile, et comme toutes les étoiles. Alors c'est le moment de dire la relation entre stella, ST, fixation, L, le nom même de la divinité, qu'on trouve dans illustre, etc. C'est bon? Et ce qui va nous intéresser bougrement, c'est comment tu obtiens cette étoile. C'est comme au ski, hein. Tu passes ta première étoile, il faut quand même travailler. Je me suis étonné dimanche que personne ne sache comment appeler cette démarche particulière qui permet de monter à contre-courant, si je puis dire, d'une colline quand on est au ski. Oui. Chasseur? Non, c'est presque ça. En canard, ça pourrait être ça aussi. On s'en importe plus. On va demander à Tony de nous expliquer comment, à partir du début, on va jusqu'à l'étoile. On doit réitérer. Ah non, non, tu prends le métro là où tu es et tu te diriges vers l'étoile. C'est tout. Tout le reste, c'est du secret. Vas-y, s'il te plaît. Donc, l'étoile se manifeste lorsque... D'abord, il faut que tu aies identifié clairement les matériaux. D'accord, donc on se propose de purifier, de purifier la matière première Oui. brute, qui est l'antimoine, par l'intermédiaire du fer. Oui. Pour fournir le soufre. Est-ce que tu peux expliquer la relation très particulière, polarisée entre l'antimoine et le fer? Pourquoi ces deux-là et pas d'autres? Pour ce qui est antimoine, c'est parce que c'est le seul produit à être non spécifié. Ça, c'est une bonne réponse, mais elle n'est pas complète. Qu'est-ce qui veut l'aider? Qu'il lève le doigt? Oui. Parce que l'antimoine nettoie le soufre, alors? Non, il ne nettoie pas le soufre, on ne peut pas le nettoyer. Il est par nature, il restera pur. C'est pourquoi c'est lui qui attire tout ce qui lui est semblable. Donc, simplement, il est capable de nettoyer l'or métallique. C'est déjà beaucoup. Et comment il s'y prend? Parce que là, vous êtes dans la philosophie hermétique, là. C'est la connaissance intime de la nature. Qu'est-ce que fait l'antimoine, c'est-à-dire ce mercure, pour améliorer la situation de l'or? Il va enlever son mercure. Non,
Il ne peut pas. Il n'a aucune action possible. Seul le soufre possède une information et donc la capacité de changer quelque chose. C'est un nettoyant, c'est comme un savon en quelque sorte. Et quelquefois on l'appelle gomme arabique parce qu'à certaines époques on se savonnait avec de la gomme, c'est-à-dire une résine parfumée, etc. Tu veux bien continuer ? Oui, alors on va donc mettre ces deux composants en relation, en prenant soin de les avoir mis en limaille pour l'un et en poudre voilà. C'est bien. Fine pour l'autre. Et quel est le résultat de cette mise en limaille et en poudre ? Disons qu'on fait ce type de préparation pour augmenter la surface de contact. D'accord. Ouais. Et pas seulement, c'est qu'au moment de la cuisson est totale, c'est-à-dire que chaque petit morceau est cuit de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce que font les Chinois. Si vous trouvez de la cuisine chinoise en Chine, ils sont toujours en train de couper en tout petits morceaux pour éviter que ça prenne un temps de cuisson considérable et que ce soit effectivement bien cuit. Et notamment pour les viandes. Le porc qui ne supporte pas une demi-cuisson, sinon on risque d'attraper quoi? Oui? Non, pas le ténia, mais des cousins du ténia. C'est la même chose que le ténia? Non, ça n'est pas ça. Comme d'habitude, je souhaite qu'on lève le doigt, sinon je vais faire payer 10 € à chaque fois. Ça va calmer. Non, je plaisante évidemment. La trichine. C'est pour cela d'ailleurs que les gens du Moyen-Orient ont l'interdiction divine de manger du porc parce que le résultat serait toujours le même. La viande de porc, en quelques heures, elle est inconsommable à cause du fait que les mouches ont constaté hier à dîner que la mouche qu'on connaît pour être la plus ancienne, la drosophile, elle n'a pas changé, on pense, depuis environ 1 milliard d'années, puisque c'est à peu près sa naissance, elle n'aura pas changé. Donc avec cet argument pesant, Darwin en prend un coup sur la tête. Bon, continuons s'il te plaît. Donc on va mettre ces matières donc, à contact. Donc, on va mettre dans un creuset la matière première, donc l'antimoine, faire en sorte de ne pas dépasser le 2 tiers du... Voilà, on charge le creuset au plus avec les deux composants. Le maximum sera 2 tiers. Et cela pour... Enfin, quel but de ne mettre que cette quantité? Il y en a 2. Le premier, c'est qu'en réalité, il est beaucoup plus délicat et difficile d'être précis quand on a 2 mains attachées à une pince avec quelque chose qui est lourd, qui est encombrant, qui pèse et qui attire vers l'extérieur, parce qu'en réalité, la pince, elle est relativement longue, ça ne se fait pas tout près, vous seriez à peu près cuit. Et l'autre, c'est que ça fait des projections. Le contact de 2 matériaux qui sont assez différents de comportement et qui nécessitent chacun sa cuisson en quelque sorte, fait qu'il y a des projections. Il vaut mieux ne pas se trouver sur la trajectoire. Donc ça, ce sont les 2 principes. Est-ce que tu voudrais dire à tout ce petit monde, on ne le montrera pas à la vidéo puisque ça s'appelle un tour de main et c'est réservé. C'est-à-dire, il y en a 2, il y en a un, c'est celui que tu as montré à tout ce monde, tu as presque terminé. Quand on a une pince, il est mieux de se la fabriquer soi-même. On la tiendra comment? En fait, on la tiendra comme ça. Voilà, parce que comme ceci, comme tu fais là, on peut manier sans prendre de risque de perdre le creuset en cours de route, qui est assez facile, malgré tout. Parce que comme je vous dis, vous déplacez les métaux qui sont lourds dedans, et hop, ça fait contrepoids, ça part tout seul. Donc il faut bien tenir, et pour cela, adopter ce tour de main. On n'a aucune chance pratiquement de réussir quelque chose sans avoir la manière de faire. Donc ça s'arrête radicalement. Il y a beaucoup d'artistes, entre guillemets, qui ont essayé et qui n'ont pas de résultat simplement pour cette raison. C'est-à-dire ils ont tout compris, ils ont les matériaux, mais ça ne fonctionne pas. Et ils imputent cela soit à la malchance, soit à ceci, soit à cela. En réalité, la tenue joue pour beaucoup, je dirais à peu près pour 50% de la réussite. Donc ne pas connaître les tours de main, et l'autre, tu l'as pour toi, tu le gardes.
On va plus loin? Oui, alors, Auparavant, il aura fallu faire quand même des choses importantes que tu n'as pas dites. il y a la station, par exemple, L'assation. qui se fait sur l'antimoine porphyrisé. Voilà. Donc, c'est-à-dire réduit en poudre. Donc, elle consiste à imbiber déjà la matière avec Oui. De la rosée. Oui. On peut prendre une précaution supplémentaire en faisant un mélange. C'est-à-dire pour, en quelque sorte, aérer cette poudre très dense, en réalité, qui colle beaucoup. Des billes de verre. Voilà, des petites billes de verre qu'on peut, ou des perles de verre, hein, puisque le jeu des perles de verre, vous connaissez, je suppose, ce roman. Il est né de cette chose-là, qui a été livré à cet auteur allemand comme un secret. Parce qu'en effet, si on n'aère pas la matière, la lumière particulière de la voilà, ne parvient pas à modifier quoi que ce soit. Alors, quelle est la marque certaine de la réussite? C'est une couleur. Voilà, la couleur change insensiblement, mais elle change. Quand on a une très, bonne assation, la couleur a changé radicalement, c'est-à-dire ça n'est plus l'aspect de l'ancienne poudre. Donc c'est assez intéressant de savoir cela. Et de nos jours, comme nous sommes très très bien fournis en matériel de photo, on ne mettra pas évidemment en route le flash, mais on prend une photo au début et au fur et à mesure, voir s'il y a de réels changements. On cale bien de sorte qu'on puisse comparer réellement. Ensuite, s'il te plaît. Il faut aussi Alors tu oublies volontairement ou vraiment tu fais du recel d'informations? Cette chose-là ne se fait pas à n'importe quel moment de l'année. j'allais en parler. Tu allais en parler. Voilà. Donc c'est normalement au printemps. Pas seulement. Disons aux équinoxes. Voilà, en période d'équinoxe. Et plus particulièrement? Alors, la lune. Alors, je ne sais plus s'il faut dire montante, ça va. Il faut dire les deux, parce que il faut essayer de donner à tes amis, je ne sais pas si ce sont tes amis, mais tu choisiras, et Dieu aussi. Néanmoins, tu peux dire ce qu'il en est. C'est-à-dire que si on a les deux opportunités, il vaut mieux les choisir plutôt que se casser la tête à essayer, alors que ça ne fonctionnerait pratiquement pas. À notre époque, on a beaucoup perdu du ressort de la nature, comme disent les anciens. C'est-à-dire qu'on a moins de fruits sur les arbres, même avec des engrais puissants, ça ne fonctionne plus comme avant. Et les vieillards vous le diraient volontiers, quand on était jeune, on passait 2 jours à 3 jours, à plusieurs personnes, à 8 ou 10 personnes, à faire tout tomber d'un arbre. Maintenant, l'après-midi suffit. Alors, il faut choisir son orientation. C'est mieux, en effet. Et l'altitude à laquelle on va opérer, vers 800-900 mètres. Oui. Orienté au nord. Alors, excuse-moi, mais il faut préciser davantage ce que tu dis. Qu'est-ce que tu fais à 8 ou 900 mètres? D'abord, parce que ça précède la station. Ce qu'on va recevoir. Voilà, c'est ça. Ce qu'on reçoit du ciel, qu'on appelle les météores. En réalité, tous les météores peuvent convenir, mais le plus conforme et surtout le plus économique, c'est la rosée, dont le nom suffit à le désigner, puisque rosée en grec, ça veut dire fort. Et c'est l'influx lunaire qu'on recherche. Oui, mais surtout la rosée d'équinoxe à un endroit qui n'est pas pollué. Et cela pour imbiber son matériau en poudre. Parce que sinon, il n'y a pas d'attraction lunaire suffisante. Je vais expliquer cette chose-là parce que Tony est quand même très bien renseigné. Néanmoins, il y a de toutes petites choses qu'il convient de connaître. Qu'est-ce qui tombe dans la rosée, selon vous? Oui, prana, mais il est de quelle nature? Il est mercurien ou sulfureux? Prana est sulfureux. Et il prend le véhicule qui lui convient, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de ses habitudes. Quand il n'a pas un mercure métallique, et il ne l'a pas nécessairement, il prend n'importe quelle eau. C'est pourquoi, d'une manière générale, les anciens appelaient leur mercure de l'eau. N'allons pas se casser la tête, surtout que l'utilisation se fait quand il est en fusion. Et que, je rappelle, l'eau, c'est quand même le colloïde le plus souple et le plus universel. Il est capable de prendre ce colloïde et le faire immédiatement après, en termes de qualité et de quantité, toutes les formes géométriques qu'on lui soumet. C'est pourquoi
il est beaucoup plus facile de faire de l'homéopathie avec une eau épurée que dans n'importe quel métal. Bon, vas-y. Alors là, tu as les éléments. Qu'est-ce que tu vas faire pour obtenir un résultat? Il te manque quand même quelque chose d'important. Tu nous as cité 2 métaux, enfin plus exactement un demi-métal et un métal réputé rigide. Alors, le métal qui est le fer ou une variété appelée pyrite. Oui, mais c'est du fer quand même. Néanmoins, si tu veux donner une indication de bonne aloi, tu peux. Tu dis pyrite, ce qui veut dire pyr aethos en grec, c'est pierre de feu. C'est ce que préconise, à mon avis, l'un des artistes les plus capables dans l'histoire connue, c'est Basile Valentin, suivi par Philalèthe. Philalèthe a pris la méthode de Basile Valentin et d'Espagnet parce que c'est, à mon sens, et de l'avis de tous les artistes, la meilleure. On a le meilleur rendement, c'est cela ce que ça veut dire. Alors, préconiser la variété pentaédrique. Voilà, qui est rare. Mais de l'autre côté, tu l'as déconseillé aux débutants. Je me souviens d'une fois que tu nous avais dit. Parce qu'il faut savoir comment on opère. C'est toujours le même problème. Parce que si on veut faire des frites de ferraille avec ça, il faut savoir le mouvement qui convient. Je vous expliquerai, vous mettez ça dans un étau et vous commencez, mais là où vous faites des étincelles, vous perdez de l'information. Et donc il faut vraiment être capable de sortir des paillettes sans faire d'étincelles. Donc c'est ce qu'il faudra rechercher. Mais si on ne le sait pas, on risque de perdre une grande partie de l'intérêt. Donc ça n'est pas la peine de se forcer à trouver de la pyrite pentaédrique dans ces cas-là. Autant prendre du fer ordinaire, vous allez chercher un fer à cheval, vous le faites fondre 1-2 fois, et après, il est ramolli de lui-même en quelque sorte, il perd la forme qu'on lui a imposée par la... Il a été battu le fer, et après c'est bien. Voilà. Donc on n'est pas tenu d'avoir les matériaux, mais pour avoir un meilleur rendement, on peut aller jusque-là. Bon, alors, une fois qu'on a ces 2 composants dans le creuset, il faut monter la température jusqu'à, je pense, la fusion. Alors, pardonne-moi, mais si tu fais ça dans un creuset neuf, que tu n'as pas testé, tu auras des grosses surprises. Il va se fendre en cours de route. Donc il faut le tester avant. Et comment fait-on? On peut le mettre dans un four ou à l'extérieur, ça n'est pas le problème. Il importe d'abord de le mouiller. Il faut le mouiller entièrement, le laisser tremper un petit moment, et après on fait monter très doucement le feu. Oui? Est-ce qu'il faut mouiller juste avec de l'eau? Oui, de l'eau, si possible de l'eau de rivière, de torrent, etc., ou de l'eau de pluie. Voilà. La suite, jeune homme? Je disais qu'on doit monter la température du creuset à la température de surfusion de... D'accord, mais pour que ce soit efficace, il y a quelque chose d'autre à ajouter. Je parlais du sel après. D'accord, si tu veux, pas de problème. Parce qu'en fait, il y a quand même des petits questionnements. On sait bien que la température de fusion de la timoine et du fer, elles sont très différentes. Alors c'est ça ce que je souhaitais que tu veuilles bien dire. Quelles sont les températures respectives de ces 2 êtres minéraux? Je me souviens bien, la timoine c'est de l'ordre de 500... 530, 534 à peu près. 1200 pour Voilà. Et quelquefois, selon la variété, il n'est que ramolli à cette température. Alors justement, je pense que c'est à ce moment-là qu'on rajoute du sel. Alors, attends, qu'est-ce que tu fais? Comment tu charges la proportion? Tu veux dire des 2 interventions? Ah bah oui, bien sûr. Alors c'est 2 pour 1. Voilà, c'est bien, tu n'iras pas plus loin. Sinon, on sera obligé de couper le rhodoïde. Et donc l'ajout de sel va faire 2 choses, augmenter la température. Oui, et de manière brutale. Et ça aussi, ça fait gicler le matériau parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ajoute environ 50 à 60 degrés en quelques secondes? Qu'est-ce qui se passe? Et le matériau, hop, augmente de volume avec la chaleur et il monte en conséquence. Et il se débarrasse autant qu'il peut de ce qui va pouvoir alléger l'opération qui est en cours. Parce qu'il y a une opération dynamique qu'il ne faut pas arrêter dedans, qui s'appelle la
la convection. Si vous arrêtez la convection, vous allez le voir quand on discutera tout à l'heure dans le chapitre consacré à l'écrit de Fulcanelli, ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est fichu. C'est comme quelqu'un qui arrête de faire cuire, par exemple, quelque chose qui ne se cuit qu'en une fois. J'avais pris naguère cet élément de l'art culinaire qui s'appelait une omelette norvégienne. Vous loupez la cuisson, vous pouvez mettre tout à la poubelle, c'est immangeable. Ouais, c'est ça le problème. Et là, à chaque fois, une erreur se paye, on recommence. C'est le jeu des petits chevaux, vous connaissez ça? Si vous ne faites pas 6, vous restez sur place. Et sinon, même, il y a des opérations de rétrogradation parce qu'on arrive au bout et le nombre excédentaire nous renvoie. C'est pareil pour le jeu de loi. Ces choses-là sont donc décrites dans les jeux. On continue. Donc, l'ajout de sel progressif augmente la température, mais donne une sorte de surface étanche du compost. Oui. C'est exactement fait pour cela, sinon l'âme des deux protagonistes s'échappe et on n'a rien. Voilà. Donc ça permet d'augmenter la température sans perdre Exactement. Les échanges qui ne sont pas des échanges thermiques, mais en réalité, pour les philosophes, c'est l'âme des métaux qui se conjoint, c'est un mariage. Et c'est un mariage qui a 3 étapes. On peut, si on n'a pas trop réussi les 3 premières, aller jusqu'à 4. Si on n'a pas réussi au bout de 4, on recommence. Est-ce que tu veux dire un mot supplémentaire sur les proportions dans le mélange qu'on appelle les fondants? L'origine des fondants? Alors, déjà les fondants. Attention, et veuille bien s'il te plaît dans un ordre logique, soit en partant d'en bas, soit en partant d'en haut. Partant d'en haut, le sel ou le feu secret finalement. Oui. C'est composé donc du sel de rosée, oui. Le sel de tartre intermédiaire. Alors, est-ce que tu veux développer le sel de tartre et pour quelle raison il est indispensable de cette opération? Parce que c'est lui qui orchestre les échanges finalement. Là. Oui, c'est grâce à lui. En quelque sorte, comment on dit cela en électronique? C'est un switch, c'est un... Oui, c'est ça. C'est voilà. Voilà, c'est ça. Il ferme un côté, il privilégie l'autre ou l'inverse. C'est cela. Puis en troisième lieu, il y a donc le salpêtre. Tous 3 constituant donc le sel. Alors, je vais revenir quand même sur le tartre. Il nécessite une épuration à minima, mais si elle est trop poussée, il ne se passera rien. Parce que pour que ça fonctionne, il faut la présence de... minimum d'impureté. D'accord, c'est-à-dire, voilà, le caractère de catalyseur, c'est ce qui est étranger à la matière. Ça veut dire qu'il y a, en quelque sorte, une activité interne parce que c'est comme dans l'organisme humain. Lorsqu'on mange, en réalité, on ne fait qu'introduire des catalyseurs, sinon il n'y a rien qui fonctionne. En réalité, quand on mange, on met en route la digestion. Et c'est singulier à ce point de vue-là, c'est une preuve en quelque sorte. Vous mangez un quart de morceau de chocolat, la digestion entière va être recommencée. C'est une des méthodes qu'utilisent les vrais médecins pour faire maigrir. C'est-à-dire, vous mangez toutes les 2h30 et l'organisme s'épuise à digérer. Mais comme ce sont des aliments qui auront été choisis pour ça, c'est une purge. Et c'est bien parce que ça n'est pas une purge sèche, c'est-à-dire il y a un apport à la fois vitaminique, sels minéraux, fibres si possible, etc. Donc c'est une bonne méthode, mais il ne faut pas la donner, la divulguer. Ils vont la corrompre, etc. Tu veux bien continuer? Il en va de même pour le salpêtre. Oui. Oui, on est obligé de purifier le salpêtre. Pour que le salpêtre soit de bonne qualité, il y a plusieurs conditions à réunir. Tu les connais? Non. Alors, je les donne parce que ça n'est jamais dit dans les bouquins. Le salpêtre ou n'importe quel sel doit se goûter. Et plus il a d'ingresse, c'est-à-dire de pénétration dans la langue, plus il est fin, plus il est vaillant, comme on dit chez les anciens, c'est-à-dire il pénètre et il s'étale. Voilà. Donc ça, c'est la condition sine qua non, parce qu'en réalité, lorsqu'on met un sel dans un creuset avec évidemment des métaux, son information passe par le goût. Et vous avez quelqu'un qui, dans les évangiles, insiste beaucoup sur cela. Qu'est-ce qui est dit dans les évangiles à propos du sel? C'est quand même le patron qui dit ça.
Tu as une idée, Fred? Non. Qui a une idée? Rémi? Non. Vous n'avez pas lu les évangiles, chers amis? On les apprend, on les lit quand on veut maintenant, néanmoins il y a quand même une... Voilà. Et s'il n'y a plus de sel, comment salera-t-on? Pour quelle raison le sel est d'une grande importance? C'est parce qu'en réalité, il est le vecteur de la longévité. C'est ça ce qui est important, c'est le vecteur de la longévité. Dans l'élaboration alchimique, tout passe par le sel. Et en réalité, à l'issue, eh bien, on n'a plus un atome de métal. En réalité, le métal, il est là pour donner un appui physique à cette chose qui vient de l'espace. Et c'est pourquoi on l'appelle l'aimant. C'est-à-dire, ça attire, c'est tout. Ça ne fait qu'attirer quelque chose qui n'a pas de corps à proprement parler, tellement c'est diaphane, etc. Et surtout, très ténu. Donc, c'est cette méthode-là qui est employée. On sait que le fer entre dans la vie humaine par le biais de la... Quand tu te coupes. Voilà, le sang. Je rappelle que sang, c'est littéralement de l'égyptien kabbalistique, S pour la manifestation de Ankh, la vie. Voilà. Autre chose, votre honneur? Sur le sel, non, mais pour continuer sur le processus, on continue à mettre du sel, donc faire ces cycles de jour et de nuit. Alors comment tu fais avec le sel? Tu prends une pincée, tu vas te brûler, ou tu prends quelque chose qui est adapté à cela? Voilà, une cuillère à long manche. C'est-à-dire qu'il faut être très précis et avoir le geste sec. Tu arrives au moment. Pourquoi? Parce que la vapeur va envoyer votre sel planer dans l'air à côté et c'est tout. Donc vous arrivez et hop, immédiatement ça tombe parce que ça n'est pas encore enveloppé de vapeur montante. Donc c'est vraiment un geste, oups, qui se fait au passage. Oui? Tony vient de dire une cuillère en métal, en fer. Oui, c'est n'importe quelle chose qui résiste au feu. Non, pas du tout. Absolument pas. Le sel est très sec. Il prend de son humide, mais on ne peut pas l'entamer en quelque sorte. Mais ce que je vous dis, c'est important. Il y a un tour de main là aussi, c'est pour ça que ça n'est jamais écrit. Je le fais, vous la tenez comme ceci et vous la retournez. Ça évite, parce que le plat de la cuillère sera au-dessus, que ça parte. Ça, ce sont des indications extrêmement importantes. On ne le sait pas. Les gens qui, par exemple, prennent des notes et disent « J'ai fait tout ce que les ancêtres ont dit, tout ce que les philosophes ont déclaré, je le sais, je l'ai noté, et pourtant je n'y arrive pas. Donc c'est du flan. » Il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont arrivés à ces conclusions, parce que observer un tout petit détail comme ça, pratiquement personne ne le fait. C'est important, donc, votre cuillère, elle arrive, toc, et elle change de côté. J'avais fait, vous vous souvenez, toi tu t'en souviens, le même exercice avec une règle. Tu te souviens? J'avais une règle comme ça et je la retournais instantanément. C'était ça, la manière de transmettre le truc qui est tordu. En réalité, donc, vous avez une cuillère qui est très légèrement courbe. Hein. Ce n'est pas vraiment très profond parce que la quantité de sel est minime. Vous arrivez, vous la retournez sur... Vous passez sur... Voilà, imaginons que le creuset et cette trombinette, oups, ça y est, c'est fait. Donc, si vous utilisez une autre modalité, la quantité de sel qui va partir, c'est au préjudice du résultat. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la quantité voulue, la proportion voulue, pas de résultat. C'est le sel qui attire l'étoile. C'est le sel tel qu'il a été décrit, assemblé. Parce que ce sel, il est ternaire, puisque le sel de rosée, il donne accès au ciel empyré, en réalité, c'est-à-dire la partie où il y a du feu, de vie. Il descend, il se prend en quelque sorte dans le piège du sel de tartre, qui a la particularité, il faut dire le mot, d'être biréfringent. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui va nous expliquer? Rémi. Non, Rémi, s'il te plaît, souviens-toi, tu as 1,5 km du micro. Alors tu parles à haute et intelligible voix, merci. Il a la particularité de pouvoir envoyer la lumière des deux côtés. Il n'envoie pas la lumière, il la... Réfléchit. Pas plus que toi. Il la dirige. En réalité, c'est un complexe salin qui fait que la lumière, en principe, arrive avec un rayonnement comme ça, elle passe à droite ou à gauche. Mais en réalité, ce que je décris n'a pas de sens, parce que c'est dans un volume, et ce volume peut avoir n'importe quelle direction, mais ça se fait de soi-même. Ça veut dire que l'information n'est pas dans le sel de tartre, mais dans le sel de rosée.
C'est pourquoi il y a des gens qui me posent la question, mais est-ce qu'on peut réussir sans le sel de rosée? Comme je suis un être pervers et jaloux, je dis, t'as qu'à essayer. Non, je ne le dis pas. En réalité, je dis, à mon avis, tu ne réussiras pas. Ça n'est pas possible. Le principe, c'est récupérer la chose la plus haute dans le ciel. En réalité, ça descend, hein, ça ne fait que descendre. La rosée, ça se fait au niveau du sol, simplement. Si on est à la bonne hauteur, c'est mieux, parce qu'au sol, là, dans les herbes qu'on trouve dans la région parisienne, c'est même pas la peine d'essayer, il faudrait tout épurer au coton-tige, c'est l'horreur. Bon, donc quand on est à 900 mètres d'altitude environ, ça n'est pas trop dénaturé, et on a un sel qui est actif. En dessous, ça devient douteux. Donc, il y a une chose à dire qui est très importante relativement au sel en général, mais au sel de rosée en particulier. Il faut le soustraire à toutes les lumières. La lumière du soleil, instantanément, ça le vaporise, il ressort partout. Le seul moyen, c'est d'avoir une fiole en cristal. Mais ça ne se trouve pas évidemment tous les jours. Quand je dis une fiole, c'est un petit machin, ça n'est pas le cristal avec lequel vous mettriez du vin à s'oxygéner. Il s'agit bien d'une fiole, tout ça. Encore, à la rigueur, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, on peut le mettre dans une Dame Jeanne qui aurait été recouverte de ce plastique épouvantable, mais noir, hein, pas la version grise, là, et doublé si possible. Et on l'empaille, je veux dire, le moins possible. Et sinon, la bonne solution intermédiaire, c'est se trouver des bouteilles de grès verni, qu'on trouve quelquefois. Il y a des marques de bière qui proposent comme récipient du grès verni. Sinon, vous n'avez pratiquement aucune chance de le garder. C'est très difficile. Je vais te poser une question, Tony, parce que tu te souviens, lorsqu'on faisait les cours privés, j'ai lâché des informations très importantes qu'on ne trouvera jamais. Ce n'est pas la peine de les écrire, notamment deux, mais j'en ai donné une partie ici, relativement à la colle la plus puissante qu'on soit capable de faire, et surtout, comment expliquer ce qui est appelé alcaeste. Le premier à utiliser ce mot, c'est Paracels. Et quelle est la particularité de l'alcaeste? Absolu, complet, etc. Et de ce fait, les savants du jour ont dit c'est une invention puisque c'est un contresens total. Si ce truc c'est un dissolvant, on ne pourra pas trouver à le mettre quelque part sans que la chose qui va le contenir soit dissoute. Et j'avais donné la solution de ça qui est d'une sottise épouvantable, tu en conviens. C'est vraiment délirant, mais c'est comme ça. Et l'autre chose que vous pourriez trouver, parce que l'alcaeste, c'est le dissolvant absolu, c'est-à-dire vous mettez n'importe quoi, des perles, des diamants, ce que vous voulez qui vous passe par la tête, ça dissout les choses. Mais l'intérêt, c'est que contrairement à la mort, ces choses restent vivantes à titre individuel. C'est donc très important parce que ça permet de rendre une cohérence d'ensemble après. C'est-à-dire que si vous mettez à dissoudre des perles, vous pouvez mettre des perles pilées dedans d'abord, qui vont se dissoudre, ça va faire une solution, et mettre une perle, la tremper, la sortir, la tremper, et elle va par accrétion grossir la perle. Ce que vous faites, vous pouvez même donner la forme de ce que vous voulez. Il y a une perle qui était célèbre, qui a disparu bien évidemment, c'était le fameux comte de Saint-Germain qui avait offert à Louis XV une perle très particulière puisqu'elle avait la forme du coq gaulois. Vous voyez la nature qui fait des perles comme ça. Donc c'est vraiment le travail, la preuve absolue que la chose se fait par des voies naturelles mais aidées par l'homme ou contraintes par l'homme. Donc on peut le faire également avec n'importe quelle pierre semi-précieuse, précieuse. Alors écoutez bien parce que c'est assez intéressant. Lorsque vous aurez passé le cap difficile, j'en conviens, de l'adepta, vous pourrez, comment dire, à partir d'un tout petit morceau de quartz que vous trimballeriez dans vos affaires, en produire un qui va lui-même produire de l'or natif de la Terre. C'est-à-dire que le quartz, lui, il attire directement du ciel, ce qui fait l'or métallique. Et c'est son activité piézoélectrique qui fait le travail. Donc il ne faut pas qu'il y ait un morceau de quartz. Tous les jours, il faut taper dessus avec une cuillère pour qu'il se mette en action. C'est rigolo, c'est sympa. Ça, c'est ce à quoi s'amusent les philosophes en herbe. C'est-à-dire quand ils ont commencé à voir le produit, après, la quantité d'applications est assez délirante. Mais avec ça, on fait de l'or
très malléable, etc. Et l'intérêt, c'est qu'on peut accroître ou diminuer la cohésion des matériaux. Pour ça que je dis, aucun extraterrestre ne peut voyager dans l'univers sans savoir ça. Et la probabilité, c'est que ce soit ces braves gens qui nous aient légué ces choses-là. C'est ce que disent les textes de toute façon. Tu veux bien continuer, s'il te plaît? Oui, alors, on continue d'essayer. Alors, pardon, je souhaitais que tu nous parles maintenant, donc, avec une comparaison que j'avais prise dans un film, n'est-ce pas, Didier? Cette chose-là, en réalité, on va dire que c'est l'acide le plus puissant du monde. Mais ça ne fonctionne pas comme un acide, ça coupe les liaisons atomiques. Ça veut dire que c'est un truc très spécifique qui n'a pas d'équivalent ailleurs, et le résultat, c'est que ça donne l'impression que c'est un acide surpuissant. Voilà. Et les essais qui ont été faits, on perd cet acide puisqu'ils ne savent pas le secret que toi tu connais, enfin que nous connaissons au moins tous les deux, à savoir qu'il n'y a pas moyen de le laisser quelque part puisqu'il dissout tout ce qu'il touche. À une exception près, mais le produit en question, il est sur toute la Terre, on le trouve partout tout le temps. Vrai ou faux? Oui. Et donc ce qui m'intéressait, c'est que c'est ce qui a inspiré quelqu'un qui est quand même assez versé dans ces études-là. Il y a James Cameron qui est un gros fada de tout ce qui est hermétique. Il y avait le musicien, compositeur Nino Rota, etc., qui avait une grande bibliothèque. Et celui qui a fait pour le film dont je vais parler, immédiatement, Ridley Scott, c'est Alien. Voilà, on coupe la bestiole avec... voilà, et ce qui tombe, c'est épouvantable parce que ça perce plusieurs étages d'épaisseur d'acier, etc. C'est exactement la même chose. Vous faites tomber une goutte d'alcaeste, le temps qu'elle tombe là, elle est déjà passée dedans, elle attaque la suite, mais pas comme un acide, elle sépare les choses. Vous voyez la différence? Donc, il ne faut pas jouer avec ça, parce que vous faites tomber une goutte sur le pied, c'est pas vraiment la chose la plus agréable qui soit, et surtout, ça laisse des traces. Donc, mais ça se soigne, hein, rassurez-vous, parce que à partir de là, il y a des médications haut de gamme. Hein. Ça veut dire qu'avec ça, on peut réparer des os brisés en tout petits morceaux, parce qu'on peut passer du côté, comment dire, de la colle, puisque la colle, c'est l'inverse de ce qui est décrit ici. On a ce produit qui est polarisé à l'extrême, on peut coller comme si c'était né avec tout, avec une solidité, on ne peut plus défaire les éléments, et à l'inverse, on peut. Ça, c'est un gadget, si je puis dire, de philosophe. Évidemment, aucun adepte va se risquer à vous montrer ça, parce qu'immédiatement, il serait torturé jusqu'à crever pour qu'il avoue comment il fait, où il l'a eu, etc. Parce que c'est arrivé. Hein. Toute l'histoire, malheureusement, de l'alchimie est jalonnée de personnes qui sont torturées, assassinées par des jaloux, par des envieux, etc. Et bon, les naïfs, ils pensent qu'ils vont pouvoir récupérer le moyen de transformer un métal ordinaire en or. Ça, c'est pour les naïfs. Mais quand on connaît les vrais potentiels, là, il y a de quoi s'inquiéter. Il y en a un qui avait étudié cela, c'est pas le dernier des zozos, c'est Isaac Newton. Eh bien, il a bien clairement écrit, si les adeptes ne disent pas leurs secrets, c'est que ces secrets ouvre les portes de la nature et il faut protéger l'homme de lui-même. Bon, voilà, c'est clair. Il était puissant quand même dans son pays. Qu'est-ce qu'il était devenu, Isaac Newton? Outre le physicien maintenant universel, il était le maître des monnaies. Donc ça n'est pas... à cette époque, l'Angleterre quand même était très solide et la monnaie produite par des moyens non pas naturels, mais cette fois-ci artificiels, un petit peu comme l'affaire de Saint-Sulpice qui a été payée, non pas avec de l'argent issu du travail, mais de la pratique spagérique. Voilà. Donc il a produit de la monnaie, ça a remonté le royaume, etc. Mais ça a été mal employé puisque après ça a ouvert sur des conflits graves. Bon, revenons sur le sujet. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc tu vas faire cela une fois, qu'est-ce qui va en ressortir? En fait, une fois, on met petit à petit le sel. Et comment, à chaque fois que tu mets du sel, qu'est-ce qui se produit? Et puis comment on appelle ça? Une exubération, ça s'appelle. Oui, C'est-à-dire que d'un seul coup, la couleur qui était orangée devient d'un jaune
éclatant, paf, et ça fait comme une petite explosion, ça se secoue, etc., etc., mais pas autant qu'avant, parce que là, le sel crée sa propre couche. Lui ne se mélange pas au reste. C'est ça l'intérêt du fondant. Et il va, comme de l'huile sur l'eau, il va créer une couche qui empêche les éléments vivants de s'échapper. Donc, on suit une suite de jour et de nuit, donc voilà. Et je pense qu'à un moment donné, ça s'apaise parce que on a épuisé On a épuisé, et après, il faut se rendre à l'évidence. Qu'est-ce qu'on a pu obtenir? Eh bien, on obtient, donc, une fois que le creuset est refroidi, oui. 3 éléments. Voilà. C'est-à-dire au-dessus le ciel, le sel. Voilà, le sel et le ciel des philosophes, c'est au-dessus. Et sa particularité, quelle est-elle? Au départ, à la fin. Non, dis-nous au départ, parce que sinon ils vont s'inquiéter s'ils ne voient pas ça. Ça a quel aspect? En termes de couleur. Par exemple. Une couleur qui devient de plus en plus verte. C'est si vous connaissez un petit peu les laits végétaux, c'est un lait blanc très légèrement teinté de vert. C'est vraiment une couleur très lointaine. Néanmoins, on sait que ça n'est pas entièrement blanc, par exemple comme le vêtement de Maxime. C'est vraiment légèrement teinté de vert. Ça, on est dans la voie. S'il n'y a pas de teinture, si c'est flasque sans attrait en plus, c'est qu'on a échoué. Donc tu le fais, et après? Bien, donc on sépare voilà. Le ciel, le culot, qui est donc l'aspect... Alors, on va dire le ciel ici. Tout en bas, il y a les fesses. ce qu'on appellera la terre. Oui. C'est la terre adamique, parce qu'elle est rouge d'aspect. Hein. Techniquement parlant, c'est un sesquioxyde de fer. On ne va pas rentrer dans le détail, néanmoins, c'est important, mais ça n'est pas rouge du premier coup. Il va falloir le faire rougir par le même travail qui a été fait avant. Parce qu'il y a toujours des résidus, malgré tout, de ces choses qui doivent être enlevées. Et plus on ira loin dans la dépuration, plus ce qui restera s'appellera la terre adamique, c'est-à-dire rouge. Je rappelle qu'en hébreu, adamique, ça veut dire rouge, en effet, ou indomptable. Parce qu'en réalité, dans le deuxième œuvre, vous allez voir que c'est très compliqué de maîtriser cette chose-là. Ce qui est rouge, et c'est le plus costaud. Alors écoutez bien la chose qui doit se produire, je pense que tu ne l'as jamais entendu dire par moi, ou peut-être pas lu. Le seul travail qui a lieu de faire, pour savoir si on a bien épuré les matériaux, puisqu'il ne s'agit que de cela, c'est que le rouge de cet oxyde qui est en bas, qui est la terre, c'est que cette terre laisse apparaître l'homme nouveau, Adam, et que sa teinture rouge vienne teindre les fondants. Donc le fondant, au terme de la 3e ou la 4e réitération, il est bien verdâtre, comme ce qu'on appelle un laiteux, c'est verdâtre à la surface. Ça peut être vert clair, auquel cas il n'y a pas beaucoup d'esprit, mais ça peut être vert sombre et rougeâtre déjà. C'est-à-dire ça prendra quelle teinte? Le nom de cette couleur? Sinople. Voilà, ça c'est le meilleur des cas. Et ça ressemblerait plutôt à un émail. Donc vous pourriez le laisser sur la table, personne ne reconnaît ça pour ce que c'est. Donc c'est très tranquille. On peut laisser une latence considérable entre une itération et une réitération. On peut laisser 15 jours sans aucun problème. Voilà. Donc il y a la terre rougeâtre en bas, il y a au-dessus verdâtre les fondants, et au milieu il y a ce qu'on appelle, donc si on a le ciel et la terre, il y a... Non, la mer, elle est largement au-dessus, c'est elle qui nourrit l'ensemble, c'est l'eau des philosophes. Donc l'air, l'eau, la terre. Et le feu, en réalité, il est dans la mer des philosophes. Pourquoi la mer? Parce que il y a du sel. L'atmosphère est farcie de sel, et surtout de ce sel d'Alain, qui est double. Donc c'est un mercure, mais ce mercure, sa particularité, c'est que dès qu'il se met en contact avec quoi que ce soit, il prend les informations, il les véhicule, il les distribue, etc. Ça va? Question? Non, ça va. Tu veux bien continuer? Donc tu réitères, tout ce qui vient d'être expliqué va être refait. Oui, mais une différence près, c'est que, il me semble me souvenir qu'on va utiliser quand même ce qui est un bar, c'est-à-dire le soufre. Oui. On va s'en servir pour nettoyer. Oui, en réalité, on a fait une opération de nettoyage. Et on va en faire 3 de suite.
Mais on n'est pas obligé, on peut prendre comment dire, une nuit de repos, etc. À propos de nuit, il est conseillé de le faire plutôt la nuit. Parce que si vous faites une moindre erreur, votre sel, par exemple, s'échappe, mais vous pouvez en récupérer. Parce qu'au moment du travail, l'aspiration se fait quand même. Hein. Donc, il y a même quand c'est bien, la nuit est calme et tout, et qu'on est dans la lune montante et ascendante, on entend l'aspiration du creuset qui fait... C'est un bruit très particulier qui se retient à vie. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui vient dans le creuset et qui va modifier, c'est l'information du souffle. Voilà. Donc, en principe, à la troisième fois qu'on le fait, on récupère une étoile. Est-ce que tu saurais nous dire, avant de parler de l'étoile, quel est l'aspect de la mer ? Le caractère de brillant. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du début, on avait une chose très sombre, comme ton vêtement, et qui tache les doigts, etc. Et au terme de ces réitérations, la troisième ou la quatrième, on a un culot métallique cette fois-ci, et non pas métissé. Tu as une question ? On n'a pas précisé exactement avec quel matériau on procédait pour les itérations successives. Est-ce que... Quel matériau ? Notamment les fondants, est-ce qu'on peut réutiliser les fondants qui ont déjà été utilisés ? Ben non, non, non. Ils sont déjà en quelque sorte sous forme d'émail. Donc il faut quand même avoir une bonne quantité. Mais c'est pas énorme, mais ça représente du travail. Je vous ai dit, à peu près, il va falloir traiter, pour avoir la quantité idoine, 230 litres de rosée de bonne qualité. Ça va jusqu'à 300 si c'est médiocre, etc. C'est donc du travail. C'est pour cela qu'on appelle ça les travaux d'Hercule. Déjà, le fait de se procurer les matériaux, vous savez que ça n'est pas évident. Si quelqu'un ne vous met pas sur la voie, puisque c'est ça, initié, vous avez beaucoup de peine pour le trouver, le matériau. Didier, qui est là, témoignage, on va en Bolivie, qui est le deuxième producteur mondial avec la Chine, à quelques milliers de tonnes près. Eh bien, là-bas, c'est la mafia. on va essayer de vous vendre le kilo d'antimoine à 400 $, sans le transport. Et on vous oblige à en prendre... Une tonne. Voilà, au minimum quelques tonnes, et vous payez évidemment le voyage, la livraison, mais il n'y a absolument rien de garanti. Voilà. Et donc c'est tout fait sous le mode de la séduction. Tu viens mon ami, etc. Viens dans mon bureau. Tu vois les tableaux qui sont ici, tu en choisis deux, un pour toi, un pour ta femme. Je dis, je préfère qu'elle vienne parce qu'elle a du goût, elle. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait boire, ces zozos là-bas ? Un alcool avec un serpent. Voilà, un boa là-dedans. Hein, voilà. Et puis, il m'a même offert, le patron, ce qu'il a appelé un taureau, en bronze, un machin comme ça, assez pesant. Hein, et je l'ai refusé très, très courageusement, en disant non, 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 tu le gardes. Il m'a regardé comme ça, je l'ai retourné, j'ai dit, il manque deux choses. Il manquait en effet ce qui... Donc, c'était un bœuf, voilà. Donc simplement, il y a des endroits où il n'est pas bon d'aller. Le meilleur, c'est celui où on va se servir depuis 10 ans maintenant, tranquillement. Et c'est très bien. Surtout que le rapport qualité-prix est excellent. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous verrez que le salpêtre, ça peut aller. Moi, la première fois que j'ai travaillé, j'ai mis 6 ans pour avoir ma dose de salpêtre épurée. C'est-à-dire 6 ans à hausser les murs, à aller dans des endroits, en vélo la plupart du temps, ou en Solex. C'est quand même du boulot. Maintenant, au Chili, on a tout ce qu'il faut. Hein. On ramène 6-8 kilos si on veut. Et ça ne coûte pas des masses. Hein. Je crois que c'est 2,30 € les 500 grammes, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est accessible. Néanmoins, il faut faire le voyage. C'est ça qui est le plus coûteux. Bon, on va se débrouiller. Hein. Et ensuite, le reste, c'est la rosée. Mais le Chili offre également tout ça. Je vous ai expliqué qu'il y a un monsieur... qui voulait réaliser la pierre, au bout de 70 ans d'efforts, il s'est dit peut-être que je devrais aller au Chili. Malheureusement, c'était un Belge. Philostène, ça vous dit quelque chose, non? Personne? Non, bon. Eh bien, malheureusement, il est décédé avant d'avoir compris qu'il était mieux de... Moi, j'ai pas eu ça, c'est Georges lui-même qui m'a désigné Vesna. Allez, hop, du vent. Je ne savais pas qu'elle était chilienne, j'étais déjà coupé en deux avant. Bon, ça aide. Je ne vais pas le faire cette fois-ci. Ça aide, on n'est jamais trop aidé. Bon, allez, hop, terminé. On referme le sac. Donc maintenant, au terme de ces 3 itérations,
On a épuré la chose au point qu'elle puisse accueillir l'esprit. Et comment se manifeste l'esprit? Forme d'une étoile. Voilà. Et alors, cette étoile, elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas seulement sur le dessus. Quand on casse le culot, un coup de marteau dessus, ça se sépare en deux, on voit cette étoile dans toutes les parties. Et c'est ça qui est étrange pour les physiciens anciens, c'est qu'ils se disent, comment fait le matériau pour savoir que le centre est à cet endroit-là? Ça, c'est des questions pour les vrais philosophes de la nature. Donc, en réalité, il y a ce qu'on appelle un chordé. Ça s'écrit C-H-O-R-D-E. C'est pareil que pour la naissance des humains. C'est comme s'il y avait un ganglion et une ficelle au milieu. Et à partir de là, ça rayonne aux alentours. À la surface, on dirait littéralement de la fougère. C'est pourquoi ils disent « prends ton produit végétable ». Végétable, c'est un double sens, c'est-à-dire qu'il est capable de croissance, et c'est vrai, et végétable parce que dessus, il y a une marque particulièrement aisée à reconnaître, c'est la fougère qui est parmi les végétaux l'un des plus anciens sur Terre. Oui. L'Emery dit que c'est en fait, le gradient de température en refroidissant qui fait que l'extérieur... L'Emery dit ce qu'il veut. Il raille les philosophes sans savoir, parce que lui, il ne sait pas comment on se sert des choses, et ni qui a, fait toutes ces notes, parce qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe dans les matériaux. Il dit ce qu'il veut. Le problème, et je le répète, c'est très important, ça n'est pas parce qu'une chose est logique et cohérente qu'elle est vraie. Il faut faire très attention, c'est un piège monumental qu'on trouve, il faut faire attention. Ça se porte un nom, cette philosophie de la science. Il faut étudier cela, la philosophie de la science, ça s'appelle... Pardon? Oh. Vas-y, Bamian, tu vas te faire... Épistémologie. Bravo, Bamian, tu vois, tu as ta place ici. Ah mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est au moins aussi important à maîtriser tous les aspects des méthodes de compréhension et d'obtention du vrai que tout le travail qu'on va faire autour, c'est-à-dire le travail pratique. C'est pourquoi il est bon d'avoir cette philosophie à tout moment dans l'esprit. Je rappelle, c'est logique et c'est cohérent, certes, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est vrai. La différence entre l'Emery et les philosophes, c'est qu'eux, ils savent exactement ce qu'ils font et les résultats dont j'ai parlé tout à l'heure, ils les connaissent. C'est même le b.a.-ba de l'après-adepta. C'est pour vous dire que le reste, c'est quand même plus costaud aussi. Pourquoi dit-on qu'il faut faire attention parce qu'il y a deux étoiles? Alors, l'étoile dont on parle, elle est sur le culot, et tu m'as coupé l'herbe sous le pied, elle est également à l'envers du fondant. C'est-à-dire qu'en retournant les fondants, vous verrez la même étoile. Or, cette étoile, elle est aussi bien dans le matériau appelé les fondants, parce que l'influence, entre guillemets, qui passe, l'énergie, pourrait-on dire, pour être très contemporain, passe d'abord dans les fondants pour venir dans le culot métallique. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir de ce moment-là, la nature nous dit on a épuré la partie minérale. C'est-à-dire, on a séparé. Le premier travail, en effet, c'est la séparation. En réalité, vous le verrez tout à l'heure quand on en discutera sur le texte de Fulcanelli, il ne dit pas ces choses-là, mais il l'a fait connaître pour que, si l'occasion se présente, on puisse s'enseigner sur son texte. Donc, la première chose, c'est la séparation. Et c'est la séparation de quoi dans la Bible? Alors, on lève le doigt, s'il vous plaît, on forme une phrase intéressante et on répond. Nous avons un candidat qui se prénomme Rémi, il va essayer. C'est le bon grain livré? Non. Un mauvais point. Prochaine fois, c'est chargé, boum. Non, c'est dans la Bible ancienne. Oui? Tu veux bien nous pas? Oui? Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Non, c'est une autre séparation. Séparer les ténèbres de la lumière, c'est cela. C'est ensuite les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Hein? C'est après ce qu'on va faire là. Mais avant de terminer ce première œuvre, il faut avoir fait le travail que j'ai décrit doucement tout à l'heure, il faut avoir fait rougir la terre adamique, celle qui est tout en bas.
Et ça, en réalité, c'est une association comme l'autre. C'est pourquoi, quelquefois, ils en décrivent une qui n'a rien à voir avec l'autre, et tout le monde se fait piéger. On se prend les pieds dans le tapis parce qu'on imagine qu'ils parlent de ça, mais en réalité, dans ces étapes-là, à chaque fois, on peut faire une association. C'est-à-dire, moi, je la conseille entre chaque étape, entre chaque réitération, on recommence. Comme ça, on est sûr de faire le moins mal possible. Ça marche. Et vous verrez, donc, la différence, c'est que le résultat est tellement rutilant qu'ils l'ont appelé Vénus pour sa beauté, la Lune pour son éclat, notre or naissant. Donc on a vraiment toutes les particularités de vocabulaire qui ont été mises à profit pour dévoiler sans entièrement dire les choses. Oui. Samuel, après la première itération, donc, on a mélangé le fer et l'antimoine, on a un régule, c'est bien une combinaison des deux. Oui, mais pas nécessairement matériel, hein. Fais bien attention, c'est l'esprit du métal fer qui s'appelle donc le soufre qui nettoie le reste. Mais du coup, la deuxième itération, on va remettre ce matériau-là avec quoi d'autre? Il faut remettre du fer? Ah bien sûr, on va refaire la même chose jusqu'à ce qu'il soit au mieux de sa forme. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, et les livres ne le disent pas, vous obtenez un régule métallique. Mais ça ne suffit pas parce qu'il est nettoyé à l'extérieur, mais il faut le nettoyer à l'intérieur. Et là, donc, il y a plusieurs... il y a l'Emery qui donne de bonnes indications sur la manière de faire. Fulcanelli est moins bavard sur ce... Il le dit 4 fois néanmoins, hein. Chaque fois d'une manière différente, etc. C'est sa manière. Lui, il ne cache rien, mais la tournure, quelquefois, n'est pas à la portée de la première lecture. Bon, ceci étant, vous avez au moins une quarantaine de descriptions de différentes modalités de réalisation. Moi, j'ai la mienne, je la garde pour moi. C'est mon petit secret, voilà. Mais si vous allez sur Gallica, si vous allez sur Google Book, vous écrivez antimoine, et bien vous récupérez 30 à 40 bouquins tranquillement. Et vous les lisez attentivement, vous prenez des notes, vous comparez, et au bout d'un moment, vous trouverez, il y en a une qui est supérieure à l'autre. Voilà. Alors, attention au piège. On ne vous dit pas si c'est la proportion 1/2 en termes de poids ou de volume. Donc là, il va falloir trouver la chose en faisant des essais préalables. Sinon, vous engagez tout votre travail, vous le perdez. Donc, je fais bien de vous le dire, parce que quelquefois, on se retrouve coincé dès le début sans comprendre. Et on ne peut pas accuser l'alchimie de ne pas être une discipline complète par elle-même, parce qu'on ne la connaît pas. Tant qu'on n'a pas fait les choses, on ne sait pas les dire. Hein. Et c'est ça la différence, c'est que l'impétrant, le débutant, etc., il peut aller très loin dans la manipulation, mais il n'est même pas rentré dans la philosophie. Il est aux abords, mais il n'est pas dedans. Tant qu'il n'a pas réussi cette épreuve, qui est l'entrée, on dit le gardien du seuil, ordinairement, oui. Oui, ça encore la densité, elle est quand même assez proche entre les deux. Ah, il va falloir être précis quand même, hein, parce que plus on est précis, plus on a un résultat net et sans bavure. La bavure, c'est que ça hésite. C'est-à-dire la quantité excessive de l'un sur l'autre rend l'opération moins évidente. C'est-à-dire plus ou moins complète. Voilà. Donc, il reste à faire, oui. Ça veut dire qu'il faut tester avant de mettre les sels? Il faut quoi? Il faut tester les Avant de commencer quoi que ce soit, il faut d'abord, je vais vous dire, il faut que vous fassiez des fondus bourguignonnes, comme vous voulez. Bourguignonne, c'est pour le fer, parce que c'est de la viande rouge, le fer, et l'autre, c'est du fromage. Donc, c'est une fondue savoyarde. C'est le blanc laiteux, etc. Vous faites ça pour tester votre antimoine. Quelquefois, il y a de l'antimoine qui crépite, qui fait de la fumée sombre au lieu de blanche. Le bon antimoine, c'est de la fumée blanche. N'allez pas respirer cela, évidemment. Hein. Tu te souviens, je pense, parce que tu avais noté cela, j'avais dit, quand on est dans un endroit confiné et qu'on n'a pas beaucoup de place pour travailler et pour rester discret, parce qu'il faut rester discret, on a intérêt à se mettre des choses dans le nez. Tu te souviens? Voilà. Et tu veux bien dire pourquoi je ne l'ai pas dit dans la première description? C'est pourtant implicite. Tu te souviens? L'arbre sec et l'arbre vert avec le listel, c'est-à-dire le... Comment on appelle ça? Le ruban sur lequel il y avait Le phylactère. Phylactéros, ça veut dire les gardiens. Donc c'est bien, ça garde ça.
Et il faut inclure dans l'interprétation, évidemment, tout ce que l'on voit, puisque la nature ne se donne qu'à voir en réalité. Donc, avec ce listel ou phylactère, listel, c'est quand même plus précis, hein. Si vous êtes capable de faire la lecture kabbalistique, c'est plus complet. Eh bien, ça formait la lettre H. Et pourquoi c'est important? Parce que ce qu'on se met dans le nez pour éviter de s'intoxiquer, c'est le nom d'une plante qui s'appelle Lâche des montagnes. Lâche des montagnes, voilà. Lâche, ça n'est pas un couard, hein, parce que quelquefois vous avez des illustrations où vous voyez un gamin, d'autres se battent et lui se barre. C'est la même illustration, c'est lâche, sauf que c'est illustré différemment parce que le contexte n'est pas celui-là. C'est dit sous cette forme, par exemple, chez Denis Zacher, qui était un militaire. Plus exactement, il s'est fait passer pour un militaire parce qu'il a préféré parler davantage du faire et de son rôle, étant militaire, etc., soi-disant, et il décrit des comportements humains qu'on doit transposer dans la pratique alchimique. C'est un peu rusé, c'est fin, mais tout le monde n'est pas en capacité de comprendre de quoi on parle. En réalité, ces ouvrages sont fermés. Seul le philosophe peut aider et va choisir évidemment des personnes dont la qualité morale garantit un minimum de tranquillité pour tous. Voilà. Donc on a fait ça 3 fois, on a l'étoile, on est tout content, mais on n'a pas tout. Parce que si on loupe la chose, maintenant, celle-là ne se gardera pas parce que l'humidité va commencer son travail de sape sur cette partie d'oxyde métallique. Donc ça va être une réduction, c'est-à-dire cette chose-là va commencer à se déliter et partir dans le ciel. Donc on doit faire quelque chose avant que ça se produise, et c'est une assation. Notez ceci, parce que ça, vous ne le trouvez pas dans les ouvrages non plus. Lorsque vous avez, au terme de cette réussite, la partie en bas, donc la plupart du temps, les mris y virent ce qu'il appellera des scories. Ils les virent, alors que le diadème des sages, c'est ça. C'est là-dedans que se trouve le soufre. Parce qu'il est toujours actif, ce truc-là. Mais eux ne savent pas le rendre actif. Les gens qui sont comme l'Emery, ils savent se débrouiller en tant que métallurgistes avec des objectifs en quelque sorte moins élevés. C'est plutôt un travail immédiat, etc. Donc ils vont virer eux cela, alors que c'est là-dedans que se situe la chose rouge, active. Donc cette chose-là, on va de nouveau la présenter à la Lune jusqu'à ce qu'elle ait épuisé en quelque sorte la possibilité de se corrompre par l'humidité. Donc ça, c'est une épuration pour le soufre, et rien d'autre ne peut faire cela. C'est seule la rosée et l'humidité lunaire, c'est tout. Le reste, on n'a aucun moyen. Donc en réalité, c'est bien précis, le chemin est très très précis, et on pourrait lire les livres longtemps, etc., lire 1 millier de bouquins, prendre des notes, et passer à côté de quelque chose qui est minuscule. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, la cuillère, touc, le coup de main, c'est un tour de main, vous voyez, on fait cela. Et si on ne le fait pas, ça risque de foirer et c'est lamentable, mais c'est comme ça. Mon travail, c'est de transmettre à d'autres en espérant qu'ils parviennent à avoir assez de volonté, de fermeté de caractère et de discrétion et de prudence pour arriver au moins à la preuve que mon grand-père m'a offerte en quelque sorte. Grâce à lui, je ne suis pas mort déjà de beaucoup, etc. Bon, donc souvenez-vous que ce travail doit être fait à ce moment-là. Si vous laissez les résultats de cette épuration dans un coin, la force qui ne viendra plus, le travail sera à refaire. Parce qu'on ne peut obtenir ce produit-là que comme ça. Il n'y a aucune modalité autre. D'accord? Donc il faut parvenir à faire que le soufre soit épuré. Sinon, il est trop impur et il commence à se déliter comme n'importe quel morceau de fer va se trouver en quelques dizaines de jours corrodé. Voilà. Donc on arrive à la première étape, si je puis dire, et là c'est bien parce que ça soulage, on se dit « ah oui, ça marche », mais c'est pas là le meilleur terme. Le meilleur terme, c'est quand on est au milieu du deuxième œuvre et qu'on voit que ça vit tout seul. Et là, c'est hallucinant parce qu'on ne comprend pas, enfin moi j'ai pas compris toujours, ça se fait tout seul. On dirait que ce sont des plantes en réalité, et je suppose que la construction universelle fait ce travail de la même manière. Je me souviens d'une chose qui m'avait assez intéressé, c'est quelqu'un qui avait en campagne dans le Jura, il y avait un orage, et le type il était sur une charrette de bois avec les cerclages de fer aux roues, etc., et il mettait sa fourche pointe en l'air. Et
évidemment, un éclair est venu là-dessus. Donc, comment dire, la partie en fer a été fondue instantanément. Et sa bague aussi, enfin son alliance a fondu, etc. Lui, il a pris une partie de l'éclair dans le bras, et son bras était, on aurait dit, une fougère aussi. C'est pour ça que ça reste assez intéressant. C'est-à-dire, il y avait une trajectoire bleue assez sombre, et le reste, c'était rougeâtre, liseré de jaune, et ça donnait l'impression que c'était un éclair qui s'était imprimé là-dedans. Et donc, ça allait jusqu'au pied gauche, et en bas du pied gauche, il y avait des savates en corde et tout ça, il y avait un trou, c'était là où le machin était brûlé, passé. Voilà. Donc, ce qui m'avait retenu l'attention, c'était l'espèce de zébrure qui a duré quelques semaines, comme si c'était une blessure. Ça n'en était pas, apparemment. Mais ça m'a fait penser que peut-être tout ce qui est trajectoire énergétique, au lieu de se balader comme on pense, ça peut être cela. C'est-à-dire, ça se balade dans tous les sens. Et je pense que c'est cela pour une raison simple que Tony va éclairer pour vous. C'est quoi le petit bonhomme d'Ampère? Sauf si quelqu'un veut bien répondre. Hein. Je choisis Tony parce que je sais jusqu'à quel point il est modeste et savant. En fait, c'est une méthode mnémotechnique pour oui. indiquer quand le courant passe, c'est qu'il produit donc un champ électrique, un champ magnétique. Voilà, alors un champ électrique, non. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conducteur, l'électricité se déplace dans le conducteur et de manière perpendiculaire, nous avons un champ magnétique. Oui. Voilà. Et le troisième doigt, c'est le sens du courant. Oui, ouais. En réalité, donc, tu dis par trois doigts, mais moi je ne prends jamais cette chose-là, je fais comme un éclair. Parce que dans la chose droite, le courant, pour moi, il se déplace comme un éclair. C'est-à-dire, il utilise tout ce qui est dans le métal, ce qui est faible, ça laisse passer de manière transversale. Et je pense que c'est plutôt cela, le champ magnétique. Ça n'est pas une chose qui dort comme... Bon, peu importe. Et ça permet d'expliquer beaucoup de choses en physique. Et d'ailleurs, la physique des plasmas, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, on revient à des choses plus sereines, plus tranquilles et peut-être plus comestibles. Et quand on a terminé cela, on peut se reposer. C'est-à-dire, vous savez, comme Dieu, le 7e jour, il a pris la sieste, c'est bien. Ceci étant, il est bon de savoir qu'il y a 2 écrivains au moins, classiques, peu connus, et parce que moi, je recherche surtout les textes qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein. Toi, tu es témoin de ce que je dis. Hein. Et donc, il y a 2 auteurs qui disent qu'au début, les artistes n'étaient pas assez en mesure de travailler dans les bonnes conditions. Il fallait jusqu'à 6 réitérations. En réalité, parce qu'ils ne travaillaient pas avec les meilleures conditions, avec les creusets, tout ça, parce que quand vous êtes dans le désert, un creuset, donc ils creusaient une pierre et ils se débrouillaient avec cela, etc., etc. Pour récupérer de la rosée, j'ai déjà expliqué, c'est l'épisode de Josué. Qui s'en souvient? Avec la peau de... Exactement. Voilà. Il dit à Dieu, si tu veux que je croie en toi, il faut que tu me donnes des preuves. Donc la première, ce que je souhaiterais, c'est que je vais mettre une peau de mouton au sol. J'aimerais que demain, la peau soit remplie de rosée et que tout autour ce soit sec. Et le lendemain, pas de problème, la peau était suintante, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Tu vois le jeu de mots. Et en revanche, tout le reste était dépourvu de rosée. Il a dit, bon, bah, c'est bien. Et là encore, la polarité joue son rôle. Il dit, demain, je voudrais que cette peau soit entièrement sèche, dépourvue de rosée, et que tout autour, il y ait de la rosée. En réalité, ça, c'est la situation normale. Il y a de la rosée partout. On en récupère partout. En Égypte, ce qu'on appelle des roses des vents, c'est le travail de la rosée en général. Ce n'est pas un matériau qu'on sort de la terre, c'est à la surface. Oui, bah si, parce que moi je traduis correctement, si tu veux. Et donc on voit que ce sont les vents en réalité qui agglutinent ça et qui font dessécher cela. Donc il est intéressant de se renseigner là-dessus à tout hasard. Le résultat, c'est qu'on peut avoir dans toutes les situations, le vrai philosophe, il doit trouver le moyen de faire ce qui est attendu, c'est-à-dire épurer grâce. Voilà. On a du salpêtre parce que là où il y a des animaux, et les hommes ne vivent pas dans les endroits
où ils vivent sans les animaux. L'urine des animaux, ou même l'urine humaine, elle est stockée, elle fait des sels, et on trouve même de la lin un peu partout. En surface, dans le désert, on trouve des... Voilà. Tout ce qui est très fin et qui brille, c'est souvent des cristaux de lin. Bon, ceci étant dit, d'ailleurs, c'est assez étonnant, quand vous les regardez à la loupe dans le désert, il faut bien faire attention à ce qu'on fait avec les loupes dans le désert, et vous voyez que c'est des petites pyramides, façon pyramide de Khéops. C'est très étonnant ce truc-là. Bon, on revient. Donc, le philosophe, normalement, à partir de n'importe quoi, il doit pouvoir avoir un résultat philosophal. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se repose. Et c'est ce qu'on va faire. On va demander à Didier de venir nous reposer avec une saine lecture. Ça va, toi? Ouais. Donc, nous reprenons la lecture des Demeures philosophales, tome 2, page 36, édition Paubert, 1985. Question 3. On s'arrête là. Dès maintenant, il y a une chose importante qui va se produire. Et comment puis-je le savoir? Et page 36. Il faut savoir que tous les philosophes ont été extrêmement attentifs aux éditions. En réalité, ils écrivent pour prendre quelquefois des pages où il n'y a rien à lire. Ils vous font un historique de ceci, de cela. Ils parlent des sentiments, etc. De sorte qu'ils collent dans des endroits bien particuliers leurs leçons. C'est donné à ceux qui, et celles évidemment, qui sont en capacité de faire attention à cette modalité. Je vais donner un exemple tout bête. Vous allez trouver très probablement assez aisément sur Internet le triomphe hermétique de Alexandre Toussaint de Limoges de Saint-Didier, XVIIe siècle. C'était quand même le secrétaire d'un ministre plénipotentiaire et donc il était capable. Et dans son ouvrage, qui est tout petit, hein, ça vaut quand même relativement cher de nos jours quand on le trouve. Moi, je me suis fait voler le mien, devinez par qui? Par Claude Tchou. Sympa. J'aurais souhaité qu'on le rééditât, parce qu'à cette époque, il n'existait pas, ou pratiquement, sauf à grand prix. Il me l'a emprunté, il m'a dit « mais je l'ai perdu derrière une armoire, on ne veut pas bouger l'armoire, etc. » Bon, quand on est marié à Michel Cotta, on sait mentir. Bon, ceci étant, vous irez voir cet ouvrage qui n'est complet que s'il y a la gravure. C'est une gravure dépliante, etc. Cette gravure, si vous êtes capable de la comprendre, elle est très très riche. Dans mon édition personnelle, ça prend 18 pages l'explication. 18 pages format A4, hein, avec du corps 14. C'est pas... bon, mais on a vraiment de la matière. Il faut tout regarder dans le détail pour s'apercevoir que c'est vraiment fait avec grand soin tout cela. Eh bien, là-dedans, il faut regarder les dimensions, ne serait-ce que du bouquin et de la gravure, et vous allez trouver quelque chose qui est étonnant, mais pas dans ce contexte. Qui a une idée? Vous verrez, le rapport de la largeur sur la hauteur va tout de suite vous indiquer que... Pardon? Voilà, gagné. Voilà. Il n'y a pas que cela, il fait paraître ça en Hollande, parce que Hollande, c'est le pays du trou. Hein. Il y a le belge Marc Dutroux, c'est autre chose. Hein. Mais pourquoi? Parce que l'éditeur s'appelle Henri Weinstein. Vous voyez, là aussi, je continue. Hein. J'ai pas peur, moi. Hein. Je dis, il y en a un qui s'appelle Dutroux et l'autre Weinstein. On est en plein Capharnaüm sexué, tout ça. Mais pourquoi Henri, c'est important? Qui a lu le dictionnaire mytho-hermétique? C'est pourtant une très très bonne lecture qu'on devrait mettre à profit peut-être une année de suite jusqu'à bien s'imprégner. Henri le paresseux, ça ne vous dit rien? Oui. D'accord. Tu veux nous dire ce qu'il en est? Il me semble que c'est Lathanor. Exactement. Et c'est une impression importante qui est un jeu de mots kabbalistique. Henri, ça s'écrivait Inri, c'est-à-dire avec 4 lettres, I-N-R-I. Tu vois ce dont on parle? Eh bien, tu le dis, Frédéric. Du tableau qu'il y avait lors de la crucifixion. Exactement. Et qui s'interprète comme I pour Yesu, N, Nazarerum, le Jésus D. Voilà. Ensuite, Rex Judeorum, pareil. Voilà. Donc, mais pour les philosophes, comme c'est le matériau
emmené à sa plus grande pureté, ça s'appelle, on le traduit par ignis natura. Qui continue? Eh bien, c'est tout. Renovatur igne, c'est-à-dire par le feu, la nature renouvelle tout. Ça marche. Donc ça, c'est Inri et Henricus également, etc. Et Weinstein, parce que ça veut dire quoi? Ça se traduit comment, Weinstein? Qui a fait un peu d'allemand? Toi, là-bas. Ton nom est allemand, tu as fait de l'allemand? C'est Pierre Mouillet. Pierre Mouillet. Voilà. C'est-à-dire pyramide, au choix. Voilà. Donc ces choses-là étant entendues, j'ai donné une liste assez intéressante et surtout assez vaste dans le livre L'affaire Fulcanelli. Je vais recommencer, puisque j'ai passé tout le monde, comment dire, à l'IRM dans ce domaine. J'ai donné tout ce qui était compréhensible pour le Pékin moyen qui n'a pas cette habitude de pensée et de lecture. Et là, je vais aller dans des choses un peu moins visibles. Là où on a, par exemple, des anagrammes incompréhensibles parce qu'il faut connaître tout le vocabulaire, les opérations, etc. On continue, jeune homme. Donc, simplement, faites attention à ce qui va se dire là. Question 3. 4 fleurs épanouies et dressées sur leur... Alors, immédiatement, qu'est-ce que ça vous fait penser, question 3, 4 fleurs? Oui, et 4 plus 3, 7, c'est-à-dire 7 planètes et le zodiaque. Bon, alors c'est tout ce que vous aurez sur le sujet. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. En réalité, il dit à sa manière, vous ne pouvez rien faire pousser sans les étoiles, et notamment la principale d'entre elles qui figure de nombreuses fois. Combien y a-t-il de lunes visibles dans cette galerie? Combien y a-t-il de trigrammes? Vous compterez, il y en a 11. La force, c'est la lune. Et on vous montre qu'il y a 3 manières de le... Il y en a une qui manque quand même. Donc ça veut dire qu'il y a une nuit sans lune et les autres sont interprétées intelligemment. On continue, s'il te plaît. 4 fleurs épanouies et dressées sur leurs tiges sont en contact avec le tranchant d'un sabre nu. Donc on a rectifié, ça n'est pas un sabre, mais c'est sa manière de dire les choses. Pourquoi? Parce que sabre, ça se prononce aussi bien sable que sabre, et auquel cas, sable, dans l'héraldique, ça désigne le plomb. Donc c'est une indication intéressante, il dit au début c'est le ciel, ensuite c'est le plomb. Mais il a bien soin de dire le ciel, ensuite les 4 plantes et le fer, parce que ces plantes figurent 2 choses. Les premières sont les choses à l'origine, ce sont les éléments. On les connaît, les 4 éléments. Mais on a avec le fleuret, puisqu'il s'agit non pas d'un sabre, d'un fleuret, la quintessence, qu'on trouve exclusivement sur Terre dans le fer, en grande quantité. On en trouve dans le cuivre, dans l'or, mais ce sont des quantités très difficiles à extraire sans qu'on ait d'abord un mercure. Et deuxièmement, il désigne les 4 étapes principales qui sont des couleurs. On va voir, on va comment dire, commencer par étudier le mot fleur. Les couleurs, ce sont la couleur, les 4 couleurs de l'œuvre. Tony, tu commences toi la première. Le noir, qui va sortir ensuite, tu l'as ici, t'en profites. Le blanc, voilà. Ensuite, on aura le citrin, parce que, d'une manière générale, on a intérêt à arrêter la cuisson quand ça commence à rougir. Si on est adroit et qu'on n'a pas envie de dormir, on peut aller jusqu'au terme, mais le terme, il est éloigné, c'est une semaine. Donc, il faut quand même. Or, le 7... c'est important puisque ça désigne aussi cette semaine, qui est dite la semaine des semaines. Tout se joue là-dedans. Ce pauvre Eugène Cancelier, Cancelier, in English in the text, quand le sel y est, certes, mais je pense qu'il aura péché parce qu'il n'avait pas cette précision nécessaire, et peut-être pas le tour de main, c'est tout bête, parce que Fulcanelli n'a jamais montré comment il faisait. Il répondait par oui, par non, et il disait « va plutôt de ce côté-là ou celui-là, et pas plus ». La différence, c'est que moi, l'époque étant au libéralisme à tout crin, je balance. Voilà.
Chacun prend ce qu'il peut. Donc, il parle des couleurs, le citrin, et celle qui termine, c'est le rouge. Et il dit, faites attention, votre feu ne doit pas aller jusqu'aux fleurs. Et c'est important parce que dans tous les domaines de la chimie minérale, la fleur, c'est la partie la plus pure. Le fait est, c'est que si on donne trop de cuisson, le principe actif s'éteint. Trop de feu va tuer un petit feu. Et ça, ils le disent. Tous les ouvrages anciens, ils disent, attention, un grand feu tue le petit feu. C'est comme si nous, on s'asseyait dans une, dans une cheminée, hein, c'est du même ordre. Nous, on a un petit feu, ça ne dépasse pas les 39 degrés en principe, à peu de choses près. Mais si on met davantage, par exemple 140, là, on risque de passer un mauvais moment, assez long, parce qu'il faut quand même une douzaine d'heures justement pour faire d'un être vivant, un humain, un cadavre calciné. Hein. Calciné. Tu continues ? Ce petit motif a pour devise Nutri etiam responsa feruntur. Voilà. Vous avez noté que dans feruntur, il y a fer et un et tour dans la prononciation déjà. Qui est-ce qui va se lancer là-dedans? Mais d'abord, ce que je souhaiterais, c'est que vous fassiez l'effort de la lecture kabbalistique du mot fleur. Nous avons un spécialiste là-bas, il se réveille lui aussi en sursaut, je le vois, il s'agrandit le long de sa colonne vertébrale, il se redresse, il éclaircit sa voix, il prend un air triomphant, on va donner tout de suite les résultats de l'épreuve, c'est parti. Il faut que tu saches que nous sommes ici à 1,5 km de toi, donc tu parles toujours très fort. Le père de l'ordre supérieur et la force de la manifestation de la vie. Allez, tu reprends chaque lettre, s'il te plaît, et tu tenteras une synthèse seulement à la fin. Le F est au 6e rang de notre alphabet. Donc il renvoie... À la gravité. Oui, mais il faut quand même que tu dises le détail. Par le biais de quoi il renvoie la gravité? Voilà, on le met en parallèle, l'alphabet, avec le jeu de tarot. Et au 6e rang de notre alphabet, c'est la lettre F de fleur, lettre capitale, qui correspond à l'arcane 6, qui s'appelle l'amoureux, que l'on dit être, chez les anciens, le phénomène général d'attraction et de répulsion, c'est-à-dire principalement la gravitation. Ensuite, il y a une chose que tu devrais noter dans ce contexte-là. J'ai insisté sur le fer. Il y a de feruntur, le fer du fleuret, etc. En conséquence, la lettre F doit attacher ton attention de manière solide, parce que c'est le E. On a enlevé la chose qui est en bas. Ça veut dire que c'est le début de quelque chose qui n'a pas de base. Et je rappelle que la lettre F, elle est dans le mot feu pour la raison qu'elle engendre, donc elle précède tout. Ce qu'il nous dit là, c'est que il va falloir qu'on se trouve le feu et qu'on le mette sur un support, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et pour cela, il y a une chose qui est importante, c'est que ça vient du ciel. Donc la lettre suivante est nécessairement un L, le zodiaque. Mais se souvenir que la lettre L, tout comme le nombre 7, font référence à un dieu particulièrement sombre et souvent réputé désagréable, qui est Saturne. C'est la faux. Le 7, c'est la faux de Saturne. Il était considéré également comme la 7e planète. On ne sait pas exactement pour quelle raison, mais c'est comme ça. Allez. Développe aussi... Oui, je disais allez pour le jeune homme là-bas. Ensuite, nous avons le E qui est au 5e rang. Non, ça veut dire que, pardonne-moi de t'interrompre, le E, il reconstitue le F qui manquait d'une barre horizontale. Donc, ce travail qui se fait à partir du ciel, il permet d'obtenir une énergie. Le E, c'est l'emblème de l'énergie et c'est un liquide. Je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a E, on sous-entend le triangle neptunien. Et ça ne fait que souligner le fait que c'est kabbalistique, puisqu'on doit, nous les hommes, d'avoir eu le cadeau du cheval par Neptune, qui ne vivait d'ailleurs, pas Neptune, mais le cheval, que sur l'île d'Atlantide. C'est là que je coince les darwinistes, ou darwiniens comme on les appelle, parce que je leur dis, auquel cas, si vous dites que
il y a une évolution, on devrait au moins trouver la source. C'est un peu comme l'homme, l'être humain, on ne sait pas exactement où il est né. Tous les 3-4 ans, il y a une révolution. Avant, on était pour les Africains. Maintenant, on s'est aperçu que l'homme le plus ancien, devinez d'où il vient? Non, pas de Chine, d'Amérique du Nord. C'est bizarre, hein? Donc il faut vous tenir au courant parce que là, on est vraiment très très loin. Donc simplement, quand on demande où est né le cheval, bah, le légendaire dit en Atlantide, et en effet, on ne trouve aucune source de ce quadrupède de très grande qualité à nulle part. Donc voilà. C'est une attaque en règle. Il y a des gens dont c'est le métier qui ont dit « c'est sympa le cheval, vous dites qu'il est sorti de l'Éohippus ». Je connais ça, je suppose aussi un petit peu. L'Éohippus, c'est l'ancêtre du cheval. Il avait 4 doigts qui posaient au sol, et il y en a un qui s'est avorté en quelque sorte, c'est le pouce. Et après, on ne sait pas pour quelle raison, il a perdu un doigt, puis 2, pour ne rester sur qu'un seul doigt, qui est le sabot, avec un ongle, etc. Donc, mais ça... personne ne l'explique en réalité, parce que ces spécimens vivaient en même temps. Donc il y a un problème assez important. En réalité, on voit des récessions. Dans le genre humain, c'est pareil. On sait qu'en Indonésie, il y a 2 espèces humaines, c'est-à-dire quasi-humaines, avec des particularités que nous ne possédons pas, et eux ne possèdent pas certaines de nos particularités. Mais eux, ils sont en récession parce qu'ils ne vivent plus, notamment au contact de la modernité. Autour d'eux, la forêt a quasiment disparu, alors que c'était leur casse-croûte. Ce qui fait qu'ils sont obligés de faire comme tout le monde là-bas, manger ce qu'ils trouvent. C'est pire d'ailleurs que le McDo, hein, donc... Et cette civilisation-là, particulière, va disparaître sans qu'on ait fait quoi que ce soit pour la sauver, c'est-à-dire conserver son habitat. On continue. Donc, ensuite, il y a Eur pour Our, la lumière. Tu ne te casses pas trop la tête, mais c'est bien parce que ça se dit l'énergie dans un U, c'est-à-dire un récipient, c'est la force. Donc, on te décrit avec le mot fleur la totalité de ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire stocker la force qui vient du ciel au moment opportun du cycle zodiacal, etc., etc. Donc tout ça. Ça n'est pas le tout. Tu dis 6, nous sommes bien d'accord. Ensuite, le L, c'est 12, c'est le double. Donc ça aussi, il faut le dire. Ça veut dire que ça décrit un mercure. Le E, avec le 5, 5 et 12, ça fait 17, c'est une étoile. Vous voyez la richesse extraordinaire de ce langage. Sous un truc anodin, on a tout ce qui est décrit dans le mot fleur. Je rappelle que les gens qui ont créé le bouquet de fleurs, ils savaient cela, puisqu'ils offrent en réalité des sexes ouverts. Allons-y, soyons délicats, la fleur c'est un sexe. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, les racines, elles sont dans la terre, parce que par là, le scripteur, le sculpteur surtout, il désigne l'origine minérale dominante. Et ces fleurs-là désignent les 4 métaux périssables, c'est-à-dire, on a 2 Frédéric ici, on devrait pouvoir tirer parti de cela. Je vais demander à Frédéric au fond de la salle, lui il est bien blanc, lui. Pardon. Qu'est-ce que tu connais des métaux? Donne-moi 2 métaux qui ne soient pas nobles, s'il te plaît. C'est-à-dire tout ce que tu veux, sauf l'or et l'argent. Oui, qui est de nature féminine et rougeâtre d'ailleurs, comme l'or. Et maintenant, laisse. D'accord, le plomb qui est d'origine à la fois masculine et féminine. Il se détermine. Le vieillard, c'est comme l'enfant, il n'est pas sexué. Il perd toute appétence, etc. Sauf les libidineux, hein. DSK et autres cochonneries. Donc simplement, le plomb, on le met généralement chez les anciens dans la partie féminine. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, ben, c'est gentil. Et il en reste 2 autres qui vont nous être énoncés par Thomas. Donc, on a éliminé, ou mis de côté plus exactement, la paire or-argent, monsieur, madame. Ensuite, madame et encore madame, parce qu'il y a une petite erreur de casting, mais il reste 2 métaux au moins qui devraient faire l'affaire pour faire 4 métaux non nobles, qui sont sous-entendus là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas l'étain par rapport? Oui, l'étain, voilà. Et il reste le dire c'est bien, mais ah, voilà, c'est ça. Donc nous avons fait le tour.
Et il dit à sa manière quand même que le fer de l'épée, qui est la quintessence, et le fer de ces 4 plantes, eh bien, c'est cela qui est intéressant. À l'évidence, ce qui est rouge est ferreux, mine de rien. Pour les anciens, c'est comme ça. Ça s'appelle les correspondances. Donc, il faut savoir, par exemple, au début de la Révolution, il y a eu 2 tentatives pour faire une cocarde. La première, c'était un coquelicot. Le problème, c'est qu'au premier coup de vent, il reste un petit machin noir comme ça, pardon, et le reste est parti au vent. Donc on a changé ça et on a mis une couleur complémentaire plus solide, c'était une feuille de tilleul. Vous savez, au Palais Royal, avant c'était arboré, tout ça, il y avait des tilleuls, tout ça. Et quel est le personnage qui a pris cette feuille pour se la mettre au chapeau? Vous ne le savez pas? C'est avec lui, à ce moment-là, qu'a commencé l'ordre révolutionnaire, c'est-à-dire le désordre maximum. Donc simplement, c'est intéressant de savoir que les fleurs ont gardé une valeur très importante dans le langage, kabbalistique ou amoureux, puisque c'est la même chose. D'où la remarque que je fais à monsieur là-bas, quand tu vois 6 quelque part, souvent ça indique qu'il y a un contexte particulier. Quand tu vois 5, c'est un autre, etc. Quand tu vois 5, généralement, c'est l'individu seul, tout seul, la tête, les 2 bras, les 2 jambes, le reste, on n'en parle pas. Et quand c'est 6, c'est la relation entre un ternaire et un autre ternaire. C'est-à-dire corps, âme, esprit et corps, âme, esprit. Ça marche. Donc on voit l'individu en tant qu'individu seul et différent de tous les autres, et on voit la relation entre 2 individus. Donc c'est la leçon de Platon, mais elle commence par l'autre et soi. C'est quand même une chose importante à connaître. Et vous verrez d'ailleurs que dans la révélation des pyramides, on en passe nécessairement par la chose individuelle pour faire la chose collective. La chose individuelle, c'est, il dit, ce langage, phi carré, ça veut dire que tu dois pouvoir multiplier ce qui tu es si tu pratiques l'harmonie dans toi-même. Et cette chose-là va te permettre d'allonger tes compétences pour le partager. Parce qu'il s'agit bien de cela. Quelqu'un qui n'est pas en capacité de faire ça pour lui-même, il ne donne que des leçons creuses. Il faut être l'exemple de ce que l'on fait connaître. Ça marche. Tu continues, s'il te plaît. Développe aussi les oracles annoncés. Ça, c'est la traduction. C'est un conseil donné à l'artiste afin que celui-ci, le pratiquant, puisse être assuré de diriger convenablement la coction. Alors, pardonnez-moi, c'est là qu'il y a un petit effet important à connaître. Qui peut bien diriger correctement une coction? Selon ce qui a été déjà dit, à savoir que l'art le plus ancien de la matière, l'alchimie, rejoint les dernières découvertes des physiciens, à savoir que la personne qui travaille au creuset ou dans n'importe quel domaine, elle laisse son empreinte. C'est pourquoi c'est important. Si vous êtes colérique par nature et que vous n'êtes pas parvenu à rectifier cela, vous allez teinter l'âme des métaux par la colère, c'est-à-dire par Mars. Ça veut dire que ces choses-là vont être difficiles à maîtriser parce que Mars, c'est une âme très très combative. C'est pour ça qu'il est appelé quelquefois le dragon. Alors faites bien attention à ceci. Vous avez le dragon qui est l'antimoine et le dragon qui est Mars. Et quelquefois, ils jouent de cela dans les textes. Et ils disent, prends double part de ton dragon rouge, paf, on n'a pas lu rouge parce qu'on est tellement habitué à lire superficiellement que... Et on se trompe, on fait l'inverse. Résultat, néant. On va dire c'est n'importe quoi. L'alchimie, c'est du flan. Ils nous mentent, ils nous mènent dans des chemins de travers, c'est tout. Donc il faut être très attentif. En réalité, les anciens textes le disent, ce ne sont pas des textes égyptiens, curieusement, ce sont des textes sumériens qui le disent. C'est qu'on doit regarder la nature en étant toujours le combattant de soi-même. C'est bizarre cela. C'est-à-dire qu'il faut annihiler nos penchants et se rendre une âme pure comme cela. Donc c'est cela qui est recherché et c'est dit de manière détournée, mais parce que c'est Dieu qui choisit les siens. Voilà. Si soi-même on est en colère parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, j'en connais un quelquefois qui se met en colère, mais bon, ça arrive, hein. Moi aussi j'étais comme ça, donc je sais de quoi je parle. Eh bien, on doit maîtriser les sentiments, plus exactement les excès. Il ne faut pas les tuer. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de se rendre insensible, il s'agit de maîtriser qui l'on est. Et venir, entre guillemets, au laboratoire, mais dans le laboratoire il y a oratoire, dans l'état idoine, c'est-à-dire sans influencer outre mesure ce que l'on va faire. C'est pourquoi il est vigoureusement recommandé, si vous êtes de la nature très très remuante,
à l'intérieur, réactif. Il suffit de voir Didier pour savoir ce qui se passe dans sa tête, c'est-à-dire une contrariété, le calme, la satisfaction, etc. Bon, pardonne-moi, je te prends comme exemple, tu es le meilleur, le plus près, et tout le monde te voit. Et donc, lorsque ces choses-là sont ainsi, il est recommandé de passer 1 ou 2 heures à se tranquilliser, à prendre le rythme qui est dans soi-même pour se présenter au laboratoire dans une paix complète. La paix de l'âme, c'est la chose, la condition. Et cette paix, je rappelle, elle a une fondation très importante, c'est que chez soi ou dans le travail, on s'entoure de choses qui nous plaisent, de belles choses, etc. Mais comme on ne connaît pas le langage, quelquefois, on a surchargé notre environnement de choses qui sont vénusiennes ou saturniennes, etc. On connaît au Chili une famille, ils sont tous les deux saturniens, et chez eux, c'est saturnien. Vous arrivez, paf, premier coup d'œil, vous savez que c'est saturnien. Il y a des plaques de verre ici, là, il y a de la ferraille, un peu tout ça, et c'est, comment dire, minimaliste, vous voyez ? Et pourtant, ça se veut un peu haut de gamme. Donc ça suffit amplement. Et le saturnien, à manger, il donne des choses en petite quantité, fines et tout ça, incompréhensibles la plupart du temps, détectées de comment il a fait, pourquoi il l'a fait comme ça, etc. C'est pour dire que ça aussi, ça déteint curieusement sur la chose. Donc c'est une bonne chose que de s'apercevoir que dans la pratique alchimique, il y a la magie aussi qui entre en jeu. Ça n'est pas dit de cette manière, mais le rencard amoureux avec un bouquet de fleurs, c'est cela, parce que c'est un conditionnement. Vous présentez quelque chose de beau à quelqu'un sans être capable de lui dire à quel point vous tenez à cette personne, les fleurs sont éloquentes pour vous. Et le parfum des fleurs et la forme, la couleur, toutes ces choses-là, ça a un langage, et c'est ça, cette influence dont je parle, qui est subtile. Il y a des parfums de fleurs, ou de fruits d'ailleurs, on les sent, mais on fait 3 mètres, on a oublié, on est incapable de se souvenir. C'est une chose assez remarquable que les anciens ont remarqué naturellement très tôt, c'est qu'il est très difficile de mémoriser vraiment un parfum. Dès qu'on le rencontre, on dit c'est ça, mais on le fait pour 10, 12 parfums, au-delà ça devient compliqué. Et ça, c'est un art très particulier que de savoir. C'est plus facile pour le goût. Les œnologues le savent très bien, ils notent très clairement les touches dans la bouche, ça tient. Mais pour le nez, c'est horriblement compliqué. Donc, il dit également, faites bien attention à cela, c'est que les sens sont sollicités, et comme ce sont des fleurs odoriférantes, il fait allusion à l'intuition. Donc, c'est un truc qu'il faut connaître, parce que en réalité, tout ce que vous allez faire, c'est votre intuition, plus qu'autre chose qui va vous guider. Vous aurez beau savoir par cœur les bouquins, ça ne fait rien. C'est comme saint Paul qui dit « Quand bien même je serai le plus grand des prophètes, quand bien même je pourrais mouvoir les montagnes par ma foi, etc. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » C'est cet ordre de situation-là. Donc il faut bien comprendre qu'avant d'aller travailler, il faut avoir commencé à faire de petites opérations manuelles et se surveiller, savoir si on a la bonne manière d'être. Alors notamment, il dit aussi, et je l'ai dit grâce à toi tout à l'heure, il dit faites attention avec les fleurs, parce que les odeurs de cette pratique-là, ça peut être dangereux. Et notamment, ce que l'on sait, c'est que les plantes à rhizome, la plupart du temps, offrent un parfum dangereux, parce que ça macère dans une sorte de lieu de macération, et quand ça sort, voilà. Vous pourrez vérifier ça. Vous verrez que les plantes à rhizome, quand vous les mettez, par exemple, c'est interdit dans les hôpitaux. Les plantes à rhizome, parce que ça fait faire des cauchemars, on dort mal, on se réveille mal, etc. à cause de cela. Il y a des odeurs comme ça. En l'occurrence, là, qu'est-ce qu'il est proposé? À la place de l'épée, qu'est-ce qu'on va mettre pour comprendre ce que je dis? Une hache. Donc la plante en question, de nouveau, est sous-entendue. Pensez à faire attention à ne pas respirer cela. Parce que le risque, il est de quelle espèce? Il y en a 2 risques. Oui? Arianès a inspiré des odeurs d'arsenic? Oui, mais pas seulement, parce que l'antimoine soi-même, il procure un résultat détestable qui peut être mortel, à savoir son affinité avec le sang se sent immédiatement dans ce trafic, il est hémorragique?
Oui, il est hémorragique, c'est-à-dire avec les fumées, on se crée un œdème pulmonaire. Et l'œdème pulmonaire fait que le sang, au lieu d'aller dans les vaisseaux, il s'écoule dans les poumons, donc on meurt noyé. C'est bête, mais c'est comme ça. Quand je dis noyé, il ne faut pas s'attendre à avoir du sang jusque-là, c'est-à-dire que le liquide va sourdre dans les poches, etc., et empêcher l'oxygène de rentrer là-dedans. Donc on s'étouffe comme une noyade. L'autre, c'est la même chose, sauf que ça va dans l'estomac et l'estomac se met à saigner. Donc le résultat, c'est une hémorragie. Voilà. On peut avoir les deux, donc c'est sympathique, et là, ça devient difficile à traiter. C'est parti. La coction aux secondes opérations du magistère. Donc vous avez entendu 3, 4, sous-entendu 5, et on revient à 2. Nutri etiam responsa feruntur. Lui confie l'esprit de notre philosophe par l'intermédiaire du caractère pétrifié de son œuvre. Alors si vous êtes bien habile, vous allez constater combien y a-t-il de mots dans cette devise latine. Oui. Nutri etiam responsa feruntur. Donc la dernière, on le sait, je l'ai dit, c'est une fleur rouge. C'est nécessairement le coquelicot, puisque vous savez que le coq, c'est l'emblème mercurien. Donc il y a une association mercure-soufre qui est sous-entendue. Mais si vous êtes habile du point de vue de la Kabbale hermétique, peut-être ce jeune homme, Rémi, voudra-t-il se charger de ce travail délicat. Les 4 mots correspondent à 4 plantes. Mais kabbalistiquement, évidemment. Soyez attentifs, dans Nutri, il y a un nombre déjà. Lequel? Voilà. Et tu connais un peu de grec, la lettre nous, elle se situe au quel rang de l'alphabet grec? On s'en fiche, on va arrêter là parce que c'est bien net. Mais n'hésitez pas à travailler ça. C'est peut-être le plus important de tous les textes que vous pourriez rencontrer parce qu'il est très complet. Et vous avez vu, ne serait-ce que pour le mot fleur, bien étudié, vous avez de grandes indications utiles. Mais je vais terminer sur une indication pratique. À savoir, en chimie ancienne, la fleur, c'est la partie qui s'élève lorsqu'on fait cuire quelque chose dans un vase et qui se dépose sur les bords. Et généralement, c'est la partie la plus volatile et conséquemment la plus pure. On la récupère, cette fleur, la fleur de soufre par exemple, avec une plume dans le col d'un distillateur, etc. On fait ce qu'on veut. Mais là, c'est vicieux parce qu'il dit, il faut faire attention parce que tout ce qui fait la fleur, c'est-à-dire son odeur, sa couleur, un petit trou de feu, ça fait comme les fleurs au soleil, ça se fane, etc. Ça n'a plus d'activité. Donc il faut être très, très, très rigoureux sur le niveau de feu qu'on va donner. Et c'est un feu double, parce que c'est le feu du pompier, du cuisinier, de qui l'on veut, mais également c'est le feu interne. Si on l'active trop, il s'en va. Donc ça, c'est la leçon très importante de ce chapitre. On va arrêter aujourd'hui parce qu'il est déjà l'heure depuis un bon moment. Et on a 4 mots dans cette devise, on a 3 en fin de cours, comme d'habitude. Mite, non. Ite missa est. Et donc, les 2 mots qui terminent également, toujours les mêmes, santé et chance, chers amis. On se dit à mercredi, mais notez ceci, vendredi, pour des raisons d'occupation, il y aura une centaine de personnes là, et on ne peut pas faire le cours tel qu'il nous est proposé entre 15h30 et 17h30, donc il n'y aura pas de cours. C'est comme si on le supprimait, hein. Donc il n'y aura pas de philo cette fin de semaine, c'est comme ça, et ça vous fera du repos, profitez-en pour réviser. C'est noté. Merci.